Et bonjour à tous et bienvenue sur le compte Instagram du CNC pour ce nouveau live et nous allons recevoir Jean-Baptiste Delobier, plus connu sous le nom de Para-One et qui va nous parler de son expérience Variation qui est visible dès maintenant sur France TV. Qu'est-ce que c'est Variation? Eh bien, Para-One va nous l'expliquer lui-même. Et comme toujours, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Alors, on appelle Jean-Baptiste tout de suite. Hop. Ça charge. Parti. Alors on attend un peu. Hein. Alors 2 secondes, hein, le temps qu'il se connecte. Des fois, ça prend toujours un peu de temps. En tout cas, on voit vos coucous qui s'ajoutent. C'est effectivement sympathique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Recommencer. Alors, il y a un petit problème de connexion, mais ça va vite revenir. Alors, revue musicale, non, je ne pense pas malheureusement qu'il va, à moins qu'il veuille faire un petit concert, un petit bœuf impromptu, mais je pense pas que ça va arriver, malheureusement. Alors, ça n'a pas l'air de marcher pour l'instant, donc vous allez devoir me supporter encore tout seul pendant quelques minutes. Vraiment, on va faire ça rapidement. Le temps qu'on règle le petit problème. Hein. Ah, oh, ça Alors, formidable. je ne suis pas dans Tu le 12. m'entends? Ouais, je t'entends, je t'entends. Est-ce qu'il faut que je me mette en Ah oui, vertical? malheureusement, je suis désolé, je pensais que c'était un peu comme ça. Ça Alors, donnait une touche réaliste qui était très sympathique. ouais. Euh, Comment ça va? ça va, très bien, très bien. Alors, attends, hop. Je flippe un tout petit peu de plus avoir de batterie à un moment ou à un autre. D'accord, bah, n'hésite pas à prévenir comme ça. Ouais, ouais, bien sûr. Dis-moi, voilà, pas de souci. Et ben merci en tout cas de participer à ce live. Mais de rien, de rien.
Super. Parfait. Je vais te tenir la main. Ok. Super. Alors, attends, Alors, comment je fais pour ne pas voir tout ce qui se passe là? Ok. Voilà. impeccable. Hop. Eh ben, parfait. Super. On t'appelle aujourd'hui pour te parler de variation, surtout. Ouais, ouais. Donc, en ligne sur le site de France TV. Et donc, j'avais fait un peu de mystère teaser en introduction. Donc, Mhm. variation, qu'est-ce que c'est? Alors, Variation, c'est une série de concerts en fait qui sont proposés à chaque fois à une ou un musicien électronique et l'équivalent en fait en classique ou en baroque ou enfin un instrumentiste ou une instrumentiste pour travailler ensemble sur le répertoire de quelqu'un. Et donc, dans mon cas, c'était avec Alexandre Tarot, qui est un pianiste de renom, autour du répertoire de Ravel. Et donc, comment ça se fait? Qui choisit? Quels sont les duos? Comment ça se passe? C'est un mystère, c'est dans les arcanes des organisateurs, de Sourds d'Oreille notamment. Je crois qu'ils regardent un petit peu les sensibilités des uns et des autres, ils cherchent à créer des équipes. C'est peut-être pas systématique, mais dans mon cas, on m'a proposé tout de suite de travailler avec Alexandre et ça m'a paru coller parfaitement. Et aussi, on m'a proposé de travailler sur Ravel spécifiquement, c'est pas nous qui l'avons choisi. D'accord. Et donc, comment ça s'est passé votre rencontre à tous les deux? Vous vous connaissiez avant? Pas du tout, pas du tout. J'ai tout de suite identifié Alexandre Tarot avec sa réputation d'excellent pianiste et tout de suite dans ma famille, les gens m'ont dit quoi, mais tu vas travailler avec Alexandre Tarot, c'est extraordinaire. Mais je ne le connaissais pas du tout personnellement. Et donc Ravel aussi, ça t'allait, ça te parlait? C'était quelque chose de ton Ah univers? oui, oui, bien sûr. Bah, Ravel, c'est une musique que j'écoute énormément, j'avais jamais tellement aussi par manque d'ailleurs de formation de solfège, j'avais jamais cherché à décrypter, à comprendre plus que ça. C'était vraiment une musique du rêve pour moi, donc j'écoutais énormément. Mais j'avais déjà un certain nombre de pièces qui me touchent beaucoup et que j'avais envie d'explorer. Et donc, on a croisé un petit peu nos envies avec Alexandre et on a trouvé tout de suite assez rapidement un programme en fait. Il y avait beaucoup de répétitions? Pas tant que ça. Déjà, premièrement, parce qu'Alexandre est incroyablement bon comme pianiste, ça va très très vite. Euh, les partitions, il les connaît. Quand on les bouscule un petit peu et qu'on édite à l'intérieur, il va très vite pour passer d'une partie à une autre. Donc, tout ce qui concernait l'interprétation en elle-même, enfin, rien ne représentait le moindre problème, quoi. Donc, c'était plutôt le temps dont on a eu besoin. C'était quelques après-midi quelques journées, en fait, pour que je puisse, moi, trouver un système pertinent. Et que je puisse ajouter quelque chose à cette performance qui est déjà en elle-même, qui suffirait à elle-même, bien sûr. Hmm. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, je peux que vous encourager à aller la voir. Donc, ça dure 35 minutes, je crois. Et Ouais. donc, c'est une espèce de rêverie, un peu vous êtes dans un univers très, très bleuté, avec des bulles qui flottent un peu partout. Mhm. Ça s'est déroulé, c'était au théâtre du Châtelet, c'est ça? C'était au théâtre du Châtelet. Alors, ça aurait dû être à guichet fermé, bien sûr, avec 1200 personnes. Et puis, ça s'est pas fait comme ça du tout. On avait le droit chacun d'inviter une ou deux personnes. Donc, c'était extrêmement intime. Ça correspondait aussi à la façon dont ça s'est fait. C'est-à-dire que c'est un concert qui est filmé, qui a pour vocation d'être filmé, d'être rediffusé. Donc, finalement, ça ne gâchait pas tant que ça le projet, quoi. Que ça soit, enfin, que le contexte sanitaire nous empêche de le faire en public. Hmm. Bah, ça correspond un peu, il y a une espèce d'intimité aussi au concert. Enfin, c'est une conséquence un peu de ça. On a vraiment l'impression d'être avec vous deux, que c'est très proche. Les caméras, elles sont contrôlées à distance, c'est ça aussi? Vous étiez filmé loin? Ah, ça rame. Pardon. Excuse-moi. Respect sanitaire. Ouais. Oui, je sais pas si tu as entendu ma question sur les caméras contrôlées à Oui, distance. Oui, oui, pardon. oui. Alors moi, je me suis pas du tout mêlé de la réalisation, bien sûr. J'étais assez admiratif de leur travail à l'image, à la lumière. Mais on est arrivé, nous, comme des fleurs, avec le programme déjà prêt, même si c'est
la réalisation est un domaine qui m'intéresse pour d'autres raisons, mais je me suis laissé totalement porter par leur mise en place qui avait l'air extrêmement sophistiquée. Excuse-moi un instant. Vas-y, j'espère que ça va aller. C'est pas ce qui se passe. C'est le dernier live de la saison et tu vois, D'accord. on se met à tousser. Voilà, c'est la saison qui veut ça. Donc, tu parlais que tu as dû trouver un système, Mhm. enfin, un équipement particulier pour cette Ouais. représentation aussi. Alors, justement, c'était quoi ton équipement? Est-ce que tu peux nous Il est raconter? derrière moi. Il est derrière moi cet équipement. On le voit là. C'est mon synthétiseur modulaire en fait, qui est donc je ne sais pas si je peux. Voilà. Qui est en fait bon, pour ceux qui connaissent pas les synthétiseurs modulaires, c'est en fait un système par définition modulaire. Hein, donc chaque élément peut s'interchanger, s'enlever, se remplacer, et on construit sa propre machine en fait. Donc un peu sur le modèle de ces vieilles machines des années 70. Mais ça, c'est la version d'aujourd'hui, quoi. Donc on fabrique en fait avec des éléments un méta-synthétiseur un petit peu dans lequel, grâce à ces câbles-là, on fait passer le signal et on peut traiter à peu près toute source sonore et la transformer à l'extrême. Et dans ce cas particulier, on a donc sonorisé le piano avec l'aide de Axel Dachet, qui était notre ingénieur du son très compétent et qui m'a permis de récupérer les sources en fait de ce que jouait en temps réel Alexandre et de le resynthétiser, de faire de la synthèse granulaire, toutes ces choses très modernes qu'on peut faire aujourd'hui grâce à ces outils ultra performants. On peut vraiment prendre la moindre harmonique, la moindre texture et la retransformer complètement et en faire un son de cathédrale si on veut. Et il ne s'agit pas seulement d'envoyer une reverb ou un délai, même si on fait aussi ça dans une optique un peu presque dub, mais c'est vraiment l'idée, c'était comme... c'est une musique qui est vraiment impressionniste, donc Ravel, ça se... Ah, tu m'entends plus? Pardon. Oui, pardon, voilà, ça a coupé Oui, le son. excuse-moi. Non, non, je t'en prie. Non, je disais que voilà, c'est sans vouloir être illustratif, bête et méchant, ou alors de trahir l'écriture de Ravel, on a voulu augmenter le son du piano et le transformer, l'emmener dans des nouveaux espaces en fait. Donc faire jouer toute cette partie imaginaire qui est finalement en creux dans les partitions de Ravel et qu'on a essayé de révéler. Hmm. En gros, tu influais, en quelque sorte, tu reprenais la musique d'Alexandre, tu agissais dessus, en quelque Oui, sorte, tu la en temps prenais. réel. Ouais. En temps réel, et c'est ça qui est impressionnant chez Alexandre, c'est son ouverture d'esprit, puisque c'est quand même vraiment un pianiste classique avec une formation, enfin qui pour lui, les synthétiseurs étaient quelque chose d'assez abstrait quand même, et il a été tout de suite très ouvert à cette collaboration, et même il était très preneur quand je modifiais, que je modulais son son, même parfois à l'extrême dans les répétitions, ça lui plaisait énormément. Et pourtant, Hmm. ça doit pas être simple, puisqu'il recevait lui-même une version dans ses retours complètement transformée de ce qu'il avait joué. Hmm. Donc ça doit être assez déstabilisant, mais on a trouvé un mode de communication et d'improvisation à deux. D'ailleurs, une grande partie du concert en fait est improvisée, puisque toutes les fins et les fins de pièces et les débuts d'autres pièces, on les a choisis dans des clés harmoniques qui étaient compatibles pour que Alexandre puisse développer des intermoments et on a donc largement improvisé. On s'est même tellement éclaté à le faire qu'on s'est dit qu'on voulait le faire en studio, faire une journée complète, voire 2 journées complètes pour enregistrer des disques comme ça. C'est incroyable qu'il y ait une part d'improvisation là-dedans, qu'on puisse arriver à faire quelque chose comme ça, mais ça représente c'était juste sur les transitions qu'il y a eu de l'improvisation, comme tu dis, ou Un peu oui, plus que ça, parce que ces transitions, on les a étirées beaucoup et de plus en plus, en fait. On a gagné un peu de temps là-dedans. On a raccourci notre programme pour avoir ces plages-là. Donc, en fait, ce que vous voyez dans la vidéo, il y a, mais notamment, par exemple, toute la fin, en fait, c'est réellement improvisé. Alors, il y a le talent d'Alexandre qui aide, évidemment. C'est un vrai luxe de pouvoir traiter un jeu aussi élaboré avec, tout en improvisant, quoi. toi, le piano et toi, c'est comment la relation? Là, je suis devant un piano qui est le clavier que j'utilise tous les jours de ma vie, sans attention syndrome de l'imposteur alerte, sans savoir réellement en jouer. En fait, je me sers du piano vraiment dans ma vie de tous les jours pour travailler, pour composer, mais je prétendrai jamais être interprète.
d'autant que certaines personnes même de la famille peuvent être des très bons musiciens qui connaissent le solfège, qui lisent des partitions comme un livre ouvert, ou j'avais une grand-mère pianiste. Enfin, voilà, je ne me prétendrai absolument jamais interprète au clavier, surtout pas. Je confie ça quand j'ai l'occasion à des amis qui sont bien plus compétents que moi. Mais c'est vrai que tout en étant quand même grosso modo autodidacte, je m'en sers tous les jours. Vous avez parlé d'autres musiciens avec Alexandre. Tu disais que si tu avais l'opportunité de faire, enfin, de faire ça plus longuement, est-ce qu'il y aurait d'autres univers que vous aimeriez explorer ensemble, ou même de la création pure, je sais Tu pas. veux dire d'autres répertoires? Oui, d'autres répertoires, pardon. Ouais, oui, enfin d'autres compositeurs. Non, on était monomaniaque autour de Ravel. De toute façon, on s'est vu à chaque fois de manière très ciblée pour travailler sur ce projet. Par contre, on s'est dit qu'on voulait faire de la musique ensemble et que vraiment, lui, ça l'excitait beaucoup cette possibilité. J'imagine en plus pour quelqu'un qui travaille son piano depuis tant d'années, ça doit être un vrai bol de fraîcheur, quoi, de pouvoir le re-entendre différemment, le réimaginer. Mhm. Et pour tout te dire, il m'a écrit l'autre jour, on s'est dit qu'on allait peut-être voilà, poursuivre tout ça ensemble. Donc ça va plus loin que cette première expérience de variation. Disons qu'elle s'est tellement bien passée qu'on avait envie de pousser ça plus loin. Mhm. Et donc, toi-même, en tant que compositeur, tu as composé les bandes originales de tous les films de Céline Sciamma, Oui. notamment pour parler un peu de cinéma Mhm. là-dedans. Et donc, comment comment vous êtes rencontrés tous les deux? Je crois que c'était sur les bancs de l'école d'une certaine façon. Et sur les bancs de l'école de la FEMIS, c'était il y a presque 20 ans, voire il y a exactement 20 ans. Et oui, oui, j'étais en section réalisation à la FEMIS, 16e promotion, et elle était en section scénario. Mhm. Donc, après un petit moment on a fait connaissance pendant une année ou deux, comme toute notre génération, toute notre promotion. Et en fait, à un moment, on s'est demandé l'un l'autre si, lors d'une soirée très arrosée, si on voulait pas essayer de travailler ensemble, parce qu'on commençait à bien se marrer déjà, à devenir amis. Et donc, on a travaillé à la base sur mes courts-métrages, puisqu'à l'école, on fonctionne comme ça, c'est un peu corporate, mais disons que chaque section réalise un certain nombre de films, et il y a donc chaque poste est pris par le poste clé. Donc j'étais en position de réalisateur à l'époque, et Céline a écrit son premier long métrage pour terminer ses études. Et donc elle m'a demandé, euh, on voulait naturellement travailler ensemble sur ce film. Tout a été envisagé. Et puis finalement, elle m'a dit, mais fais la musique. Et ça m'a paru absolument délirant comme idée, en fait. Je me sentais absolument pas capable de le faire, mais j'ai accepté. Et donc, t'étais à la FEMIS en réalisation. C'est J'étais en pas. réalisation, ouais. Ouais, ça n'avait rien à voir avec le son. Enfin, j'ai quand même étudié le cinéma au départ pour faire du son. Excuse-moi, mais Mhm. je vais essayer de charger mon téléphone en même temps. Pareil. Ouais, donc je suis quand même venu au cinéma par le son, mais en réalité, assez vite, j'ai découvert les joies de la réalisation, et donc je me suis lancé. Et donc, le film de Céline Sciamma, donc c'était Naissance des pieuvres, c'est ça? C'était ça Naissance des pieuvres, ouais, son premier film. le premier nom de Céline. Et donc, après, tu as fait Tomboy, tu as fait Bande de filles et jusqu'à et donc Portrait de la Ouais. jeune fille en feu. Mais à part ça, tu as juste fait La surface de réparation en long métrage. Si, tu me dis si je me En trompe. long métrage, oui, effectivement. Film d'un autre ami de la Fémis d'ailleurs. Et, ah bah voilà, tout Ouais. s'explique. La Femis Connection. Mais Ouais. pourquoi est-ce que tu es aussi rare dans les bandes originales de long métrage? Alors, déjà, la première explication, c'est premièrement, on ne propose pas tant que ça de musique de film. Enfin, à vrai dire, de plus en plus, mais c'est pas non plus si courant. Et en fait, il y a vraiment souvent les réalisatrices, les réalisateurs rencontrent quelqu'un assez tôt, voire à l'époque des courts métrages, en fait, et travaillent ensuite avec ces personnes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des propositions ou des essais. Euh, pour tout te dire, d'ailleurs, j'avais travaillé avec Jacques Audiard sur Dipan très brièvement, puisque à l'époque, il était question de retenter quelque chose en musique. Et puis finalement, le projet avait pris une autre tournure, et surtout parce que le film devait se finir très très vite. Mais voilà, les possibilités, j'avais fait des essais, j'avais parlé avec un certain nombre de gens, j'ai fait aussi des courts-métrages, mais je ne me suis pas tant que ça engagé jusqu'à cette année. Alors, je ne peux pas trop en parler, mais il y a plusieurs projets en cours. Mais sur des BO de long métrage. Mais il faut dire que le luxe
euh, de travailler avec Céline et avec son monteur Julien Lacheret et sa productrice Bénédicte Couvreur, etc. Il y a une sensation déjà de famille, d'intimité, et de se comprendre, de se connaître très bien. Et je dois dire que j'ai du mal à me passer de ce luxe-là. Pourquoi? Parce que en fait, je fais aussi de la musique tout court et que j'ai entre guillemets, enfin, ce qu'on appelle une carrière à gérer, à quand même à faire pas mal de trucs. Et puis comme je réalise aussi, il faut que je répartisse un petit peu mon temps sur les divers projets. Et donc j'ai eu aussi parfois des scénarios que j'ai pas voulu mettre en musique spécialement parce que je sentais que voilà, ça, j'allais pas pouvoir donner le meilleur sur ces choses-là. Mm. Et est-ce que tu trouves qu'en France, on encourage assez la musique de film ou c'est justement quelque chose qui est un peu en deçà des autres secteurs dans le domaine du cinéma, de long métrage? Alors, la musique est le parent pauvre au cinéma, c'est connu du point de vue du moins de l'industrie du cinéma et des fabricants de films, que ce soit même les équipes, les réalisateurs, les auteurs. On souffre beaucoup notamment en France, d'un un certain manque de culture musicale de la part et sonore en fait, en général. Hein. Pourtant, la France est un grand pays de son, hein. C'est le pays du son direct, c'est le pays de la théorie du son, Michel Chion, etc. C'est majeur. Mais c'est vrai qu'on a un manque là-dessus qui est peut-être culturel, mais on est très dans l'écrit, dans la valorisation des auteurs, des autrices. Et on a bien raison d'ailleurs, mais souvent on arrive au dernier moment, on arrive avec les derniers bouts de budget aussi. C'est pas toujours facile de, de prendre sa place dans le processus de finalisation d'un film, puisque ça se passe souvent à la fin. C'est pour ça que je parle de luxe dans le cas de Céline, parce que c'est quelqu'un qui consacre du temps, de la réflexion, de la pensée, de l'argent à la musique. Et je ne parle pas seulement pour moi, mais pour fabriquer les objets, pour enregistrer les musiciens, pour respecter les chanteurs, chanteuses, faire des cachets cohérents et qu'on ne soit pas dans une sorte de course en fin de budget à essayer de se débrouiller avec rien, quoi. Mais je constate par contre que dans le cœur des gens, du public, et ça m'a beaucoup étonné, hein, ben, j'ai découvert ça dès 2007 en faisant ma première BO, que les gens accordent pour le coup une importance énorme dans leur vie culturelle à la musique de film. Et dans leur cœur, en fait. Ils sont très attachés. Je sais qu'on m'en parle encore, on m'en parle beaucoup. Mm. Donc je constate qu'il y a peut-être une distorsion entre cet intérêt accordé du point de vue de la production et du système de financement et en fait l'intérêt du public. Toi, c'est quoi, est-ce qu'il y a récemment des bandes originales justement de films qui t'ont particulièrement marqué et que tu as Ouais. film, même voir sans le connaître, est-ce que récemment il y en a eu? Tu as eu des coups de cœur? Ben, un peu comme tout le monde, et surtout en ce moment, parce qu'elle vient de sortir un morceau, je suis un grand fan de Mika Levy, donc ouais, c'est forcément très impressionnant, son boulot. Qu'est-ce qui m'a impressionné? Le travail de Sakamoto. Alors, pour le coup, c'est presque un travail auquel j'ai collaboré, puisque j'ai aidé au montage musique de ce film qui s'appelle le film d'Alice Vinocourt. Là, tout de suite, je ne sais pas, j'ai un trou de mémoire, mais comment s'appelle-t-il? Proxima, c'est ça? Je crois que c'est ça. Et donc, où Sakamoto a fait la musique, et du coup, moi, j'étais monteur musique parce que j'aidais à faire l'interface. Et donc, j'ai pu découvrir son travail de l'intérieur, c'était très impressionnant. Mais sinon, ce que j'admire énormément, c'est aussi Train 13 Nord. Enfin, voilà, tout ce qu'il a fait. Voilà, je dis que des banalités, hein, c'est ce que tout le monde pense en ce moment, mais je veux dire, par exemple, même sur Watchmen, sur la série, en fait, Watchmen, mais aussi sur les films, bien sûr, 90s, mid-90s, pardon, et Social Network, etc. Il y a une maîtrise du son, en fait, il y a une tension dans le son de Trent Reznor qui est extraordinaire, il y a un côté dur, il y a un côté concentré, il y a une gestion des fréquences qui est magnifique. Et d'ailleurs, ils font la musique du nouveau Pixar. Je ne sais pas si tu as Ah, remarqué je ça. sais pas du tout. Soul, Ok, qui sort sur Disney Plus à Noël. Et d'accord. il y a une musique, il y a du jazz dedans, d'un Mhm. côté, et il y a une bande originale composée par Pat Reznor et Atticus Ross, donc le Ouais. duo qui parlait là-dessus. Donc c'est Mhm. rigolo de les voir sur un Pixar parce que c'est pas Ouais, c'est trop effectivement, clair, mais c'est plus tout d'habitude. arrive. Voilà. Mhm. Donc on sait jamais, tu vas peut-être un jour composer une bande Pour originale. Pixar, pourquoi pas, ouais. Et
tu as réalisé des courts-métrages Mhm. aussi. Mais le dernier, je crois qu'il date, si, tu me dis encore si je me trompe Mhm. pas, 2009, c'est ça? Oui, 2009, 2010 peut-être. Il est peut-être sorti en 2011 carrément. On a mis du temps en fait à le sortir ce film. Oui, alors c'est un moyen métrage qui est un peu en dehors du cadre habituel de ce que je faisais, parce que c'est vrai que la plupart de mes films étaient des courts-métrages d'école en fait, d'apprentissage. Et c'était la première fois qu'on me passait une commande pour un projet comme ça. Et d'ailleurs, ça préfigure un tout petit peu le projet sur lequel je travaille aujourd'hui, qui est mon premier long métrage. D'un point de vue en tout cas stylistique, on est déjà assez proche, quoi. Hmm. Alors donc si tu me dis encore si je me trompe, c'est It Was on Earth. That I Knew Joy. Oui, voilà, donc ça c'était le film. Et donc c'est un peu une expérience, ça me fait penser au film, je sais pas si tu vois les films de Godfrey Reggio, je sais pas. Je connais le nom de Reggio, ouais, mais vas-y, dis-moi lequel, par exemple. Koya- Koyani, alors là je sais pas comment on prononce tout Ah ça. oui, Konyali Haji, ouais, oh, putain, là, pour le prononcer, j'ai un ami qui fait ça très bien, je j'ai jamais réussi. Voilà, et Ouais, ben s'il peut venir à un moment pour prononcer bien le mot, ça ouais. serait. Voilà, mais j'ai un peu pensé à ça, alors tu dis si c'est peut-être complètement. C'est une référence pour moi, c'est sûr, mais c'est vrai que le film est très influencé par toute une certaine période du cinéma qu'on appelait le cinéma essai, encore plus que le cinéma expérimental dont il fait partie, mais moi, je suis un grand fan de Chris Marker, si c'est pas un secret. D'ailleurs, ce film It Was on Earth de I Knew Joy était un hommage à Chris Marker, puisque j'avais eu l'honneur de l'avoir comme directeur de fin d'études, et donc un ami à moi m'avait lancé sur ce projet. Et l'idée était donc avec ce court métrage de traiter d'un point de vue je vous spoil rien puisque on est dans le futur et que c'est dit dès le début du film, d'un point de vue d'un monde où l'apocalypse a été ravagé d'ailleurs par une pandémie meurtrière qui est passée des animaux aux humains. Donc finalement j'avais peut-être un petit coup d'avance sur ce truc-là, je sais pas. Mais les ordinateurs sont les seuls survivants et ils questionnent à travers leur propre disque dur la mémoire des humains et donc la mémoire d'un humain en particulier en regardant son journal intime et ses vidéos qu'il filme au quotidien avec sa copine, en vacances, en voyage, etc., avec sa famille. Et donc cet humain, c'était donc moi ou un moi de fiction. Et j'avais pour principe de n'utiliser que des choses déjà filmées, que j'avais réellement filmées au cours de mes tournées, voyages, etc. J'avais une petite caméra DV dans la poche. Et j'ai réassemblé ça dans un autre contexte pour créer un film de science-fiction. Mais à l'époque où tu filmais, tu n'avais pas l'idée de les utiliser pour un film, Non. c'était juste pour toi. Ouais, ouais, je filmais de manière un peu obsessionnelle ma vie. J'ai toujours fait de toute façon, donc ça fait 25 ans que je fais ça. Caméra Super 8, DV, tout ce que tu veux, quoi, même HD maintenant. Je filme un peu tout le temps sans trop comprendre où ça va me mener. Et puis en fait, je fais du rétro-engineering en fait de cinéma, c'est-à-dire que je filme d'abord et je comprends après pourquoi je l'ai fait. Et tu passes, en fait, voilà, tu as vraiment tout monté, tout ça, toutes ces images. À un moment, tu t'es posé, tu te dis, tiens, je vais en faire un film et je vais les mettre en musique, je vais tout Ouais. assembler. Voilà. Ouais, ouais, j'ai écrit un texte et puis j'ai appelé mon ami monteur, Julien Lacheret, le même, pour composer ce film. Et c'est le même principe, sans en dire trop plus, mais qui sous-tend mon premier long métrage. Voilà. C'est pour ça que je disais qu'il y avait un point commun, parce qu'il y a déjà des graines dans ce court métrage. Et donc, c'est ce que tu utilises là justement sur ton compte là, avec la chanson Irette, c'est ça? Ouais. Mhm. Ça fait partie de ton nouveau projet en fait aussi. Voilà, c'est un projet qui est global puisque c'est à la fois un long métrage. J'en ai composé la musique, qui est donc mon prochain album. Je le défendrai sur scène également, et c'est comme une sorte de triptyque artistique où tout se répond, tout est dans un espace cohérent, disons. Et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai l'impression de faire un coming out ce soir en le disant, mais que j'ai passé autant de temps à être assez secret, en fait, puisque j'ai passé un temps fou, tout simplement, à assembler ces éléments. C'était un peu mon grand projet que je rêvais de faire depuis bien longtemps, depuis une quinzaine d'années, en fait. Et c'était de faire enfin mon film et sa musique et que ça soit de réunir un peu mes deux pratiques au même endroit. Et donc c'est un projet qui me tient extrêmement à cœur et que je vais défendre avec bonheur en 2021. Et c'est terminé ou tu es encore dessus, tu Ouais, c'est peaufines? terminé. L'album est terminé depuis un moment, mais le film est terminé juste là, et pour de vrai. Parce qu'on dit toujours c'est fini, puis il reste toujours des étapes sans fin. Et puis en plus, la période est quand même assez étrange, exceptionnelle. On espère qu'on arrivera à le présenter aux gens dans les meilleures conditions, bien sûr. Sortir un disque, faire un live, aujourd'hui c'est difficile.
Mais je suis content de ce truc et voilà, j'ai hâte vraiment parce que c'est un peu devenu une arlésienne et une blague presque avec mes amis ou des gens que je croise qui me demandent mais ça en est où ton truc, parce que ça fait quand même depuis 2014 que je cravache dessus et, euh, et donc voilà. Et donc, Iret, ça veut dire quelque chose ou C'est tu le veux nom dire... d'une montagne. C'est le D'accord. seul indice que je peux vous donner. C'est le nom d'une montagne qui existe et qui est en France, qui est une montagne qui est chère à mon cœur, un sommet. Voilà. Donc on peut dire Iret, on peut dire Liret aussi. Iret, c'est le nom de cette montagne. Ah, Et, ouais. et ce morceau, en fait, pour tout te dire, on l'a sorti parce qu'il était dans une pub Apple, tout simplement. Apple nous a pris ce morceau pour dévoiler leur nouvelle montre. Et donc, bah, il fallait le mettre à disposition, ce morceau. Donc, on l'a sorti en amont du projet. Pas en grande pompe, un peu discrètement, mais la suite arrive dans les prochains mois, enfin, même voir les prochaines semaines, si on regarde bien. Est-ce que tu aurais des... Si quelqu'un aimerait justement se mettre à la musique de film aujourd'hui, est-ce que quel conseil tu pourrais lui donner? Alors, ça dépend de quel profil on parle, il y a un peu toutes les façons d'entrer dans ce métier, si on appelle ça un métier. Enfin, pour ma part, j'ai l'impression que c'est une sorte de hobby qui s'est transformé en un truc plus sérieux que prévu, mais même la musique en général d'ailleurs. Euh, je dirais que déjà, l'aspect, c'est ce que je décrivais tout à l'heure en parlant de travailler avec Céline, l'aspect humain, l'intimité, les relations vraiment avec une équipe qui fabrique un film, c'est quelque chose qui peut être absolument sublime. Et ça doit être une des premières raisons pour lesquelles on se lève le matin, en fait. Donc, euh, c'est un travail d'équipe, contrairement à souvent beaucoup de producteurs, et c'est mon cas d'ailleurs, passent leur temps, comme je suis là dans mon studio, seul. Mais le cinéma est évidemment un travail, une aventure collective, et c'est ça qui c'est vraiment magnifique, et il faut apprendre à travailler à plusieurs, apprendre à s'ouvrir aux avis de quelqu'un d'autre, à sa vision, à la comprendre. Et c'est vraiment, à mon avis, la première qualité qu'on attend euh, d'un collaborateur sur un projet comme ça. Donc il faut vraiment avoir une... Et c'est génial d'ailleurs, c'est en fait assez vite, on se rend compte que cette ouverture d'esprit, le fait de pouvoir accepter des idées de quelqu'un d'autre qui va vous faire utiliser un instrument auquel vous n'aviez pas pensé, que peut-être vous n'aimez pas, ce genre de choses, c'est une vraie. C'est quand on vient surtout d'une scène comme moi, je viens vraiment du hip-hop et de la scène club, électro, etc. On a beaucoup de partis pris très forts. Il y a des choses qu'on déteste, qu'on n'accepte pas. Au cinéma, on doit s'ouvrir. On est potentiellement amené à faire une musique euh, qui correspond à un pays qu'on ne connaît pas ou qui correspond à une musique dans un style qu'on ne maîtrise absolument pas. Donc c'est comme une ouverture de spectre en fait. On accepte d'un seul coup de faire rentrer dans la pièce beaucoup plus de choses que ce qu'on avait choisi en commençant à faire de la musique, quoi. Hmm. Et c'est sûr que il est possible de venir à ce métier en ayant une formation, et une formation parfois très solide. On peut avoir 20 ans de conservatoire derrière soi. Mais il est aussi possible, et là je donne du courage et du love qui n'ont pas de formation. Moi, c'était mon cas. Et en fait, il faut essayer de se débarrasser du syndrome de l'imposteur. En fait, si à partir du moment où, quand on plaque ses mains sur un instrument, on arrive à trouver une sensation, à communiquer quelque chose et à être pertinent, alors ça veut dire que si quelque chose se passe, il faut y aller, il faut poursuivre cette voie, il faut apprendre ou ne pas apprendre. En fait, on s'en fout un petit peu. Il faut faire, voilà. Il faut beaucoup faire. Il faut énormément faire pour accéder à un début de savoir-faire et puis se sentir un imposteur pendant 5 ans, 10 ans s'il le faut, et puis on continue, quoi. D'accord. Alors, la question traditionnelle, parce que comme on s'approche un peu de la fin, à un moment, parce qu'à un moment, il y a un compte à rebours qui se déclenche et Ah, d'accord. il vous reste 5 minutes de live et d'un Hmm. coup, ça va être la fin du monde bientôt. Ça serait, est-ce que tu as vu pendant ce confinement, est-ce que tu as eu le temps de regarder des séries ou des films que tu pourrais conseiller à celles et ceux qui nous écoutent? Alors, pendant le confinement, tu parles du deuxième ou du premier? Pendant le premier, Confondu. ouais. Alors, je me suis fait un cycle cinéma coréen pendant le premier, et spécifiquement le style hard-boiled coréen, c'est-à-dire le style film d'enquête à la dure, qui m'a absolument qui m'a ensorcelé, quoi. Je faisais plus que ça, regarder des films coréens qui se passent sous la pluie avec des gens, tout le monde est vénère, personne n'est de bonne humeur, avec des rapports humains extrêmement durs, et ce style
très particulier qui est une sorte de mélange d'un syncrétisme coréen entre la comédie, le burlesque, le dramatique, le grandiose. Et voilà, donc je ne pourrais que conseiller de vous tourner vers la Corée du Sud et de et d'essayer de trouver. D'ailleurs, il y a une série qui est pas mal qui s'appelle Kingdom, qui se voit sur Netflix. Mais il y a voilà. Puis après, en fait, je regarde des trucs en permanence. Là, en ce moment, je regarde beaucoup de choses sur Mubi, donc il y a un cycle sur le cinéma japonais. Il y a beaucoup de films extraordinaires. En fait, on vit un peu un âge d'or du streaming, j'ai l'impression, et le confinement a aidé beaucoup de gens à découvrir ça. En tout cas, je vous conseillerais de peut-être sortir des sentiers battus, effectivement. C'est vrai on est tous attirés par les mêmes séries Netflix, les mêmes trucs qu'on nous met en pleine tête, mais il y a énormément de choses à découvrir dès qu'on gratte un petit peu. Tu fonctionnes comme ça, tu fonctionnes un peu par cycle. Quand tu regardes un truc, tu as tendance à en regarder 10 du même style, de la même période. Ouais, je suis obsessionnel, donc j'y vais à fond. Et effectivement, dès qu'il y a. C'est pour ça que le principe du cycle me convient tout à fait. Et c'est vrai qu'une série, si je la commence et qu'elle me plaît, j'y vais à fond. Enfin bon, on a peut-être un peu tous ce problème aujourd'hui, mais trop de choses à regarder. Et là, quand tu parlais du polar, enfin du hard-boiled coréen, tu pensais genre Memories of Murder, The Strangers? Ouais, exactement. Oui, par exemple. Et puis, comment il s'appelle? The Killer. C'est ça, il a un nom un peu nul, genre un nom un peu générique, ce film. Il se passe sous la pluie à Séoul. Presque gore, en fait. Hein. C'est un mec qui était assez jeune à l'époque qui avait réalisé ça. J'ai pas son nom là tout de suite. Oui, Je oui. crois que c'est The Killer, il me semble. Alors, The Killer, c'est le John Woo qui date des Ah non, années. alors là, c'est pas John Woo. Mais c'est Mais c'est qui? Rencontrer le diable, peut-être. Alors, il faudrait que je retrouve. Bon, allez, j'ai un peu honte, mais merde, j'ai pas Google sous la main, malheureusement, bien sûr. En même temps, mais Killer, ouais. Bon, écoute, Et avec un tueur en série, c'est un peu une sorte de Seven, tu vois. Genre, il pleut beaucoup, on sent qu'il y a une influence Fincher, mais ce qui est fascinant, c'est cette espèce de colère qu'ont tous les personnages et une espèce de dynamique incroyable des trajectoires. Après, c'est presque insupportable sur certaines scènes de meurtre, donc attention, mais voilà, c'est très stylé. Et donc, tu es sûr que c'est pas J'ai rencontré le diable, celui-là, parce que celui-là est très, très hardcore sur un flic qui traque un serial killer, mais qui, en fait, c'est le flic. Bah, ce serait le nom français, peut-être, en fait. Ouais, c'est comment? Oui, enfin, je sais pas, parce que je l'ai vu aussi pendant le confinement, et c'est particulièrement traumatisant comme film aussi. Donc, c'est un peu justement à la Seven, il y a une histoire de guillotine, peut-être. C'est quelque chose ou... De guillotine. Memories of Murder, bien sûr. Ouais, non, moi, je vais pas retrouver le truc. Merde. Bon, c'est pas grave, écoute, c'était juste pour ma culture. Ouais. Je t'enverrai un message après. Et donc, ouais. Et Kingdom sur Netflix. Avec des zombies, ça, c'est une série avec des zombies. Ça, je l'ai pas encore. Kingdom, ouais, c'est avec des zombies. Ouais. Ok, ben écoute, super. On va pas malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Bah écoute, c'était super intéressant. Et encore une fois, pour le public qui nous écoute, regardez Variation, regardez donc la rencontre Alexandre Tarot et Parawan autour de Ravel, qui est vraiment qui est magnifique. Vraiment, c'est à écouter. C'est vraiment super. C'est très enveloppant. Dans la même série, il y a aussi les Ramones, il y a aussi Charlie Parker Ouais. et Schubert. Voilà. Très varié, ouais. C'est assez varié. Donc on a très hâte donc de voir ton film là qui n'a ni titre ni date de sortie, mais qui existe bel et bien, oui. Un morceau, un album fantomatique, mais qui arrive bientôt et j'ai très hâte évidemment de pouvoir en parler plus. Quand il y a un titre, mais c'est top secret ou oui, bien sûr, c'est juste que je le dis pas encore. D'accord, non. C'était juste pour savoir. Oui, je te dis, il est fini, il y a le générique et tout, là, il n'y a plus le temps on ne peut plus tricher. Super. Et ben encore merci beaucoup Jean-Baptiste pour merci beaucoup. Et puis donc j'espère à très bientôt. Ça marche. À très bientôt. Salut.